Bien, amis téléspectateurs d'Amen TV, bonsoir à vous tous qui nous suivez présentement à travers le monde, que ce soit en province, que ce soit ici dans la ville de province de Kinshasa. Nous vous disons donc merci d'être encore branchés sur votre télé, la télévision autrement. Merci surtout d'être encore fidèle à cette émission Univers économique, qui est votre émission qui vous parle régulièrement de la situation économique, peut-être du monde, de notre pays ou au niveau local. Nous sommes encore là dans ce nouveau numéro pour vous présenter cette émission ce soir. Nous vous disons donc d'être encore bien préparés, car vous savez très bien que nous avons toujours sélectionné de très bonnes choses pour vous. Ce soir, vous allez encore être satisfaits parce que nous allons aborder un thème très très capital. C'est le thème qui va donc concerner le développement agricole, plutôt rural de la République démocratique du Congo. Le développement rural, vous en savez déjà quelque chose, je sais, mais il sera ici question dans cette émission avec notre invité d'en savoir un peu plus du développement du milieu rural de notre pays, parce que vous le savez très bien que la RDC n'est pas seulement constituée des villes, provinces de Kinshasa ou des centres urbains. La RDC, c'est aussi les villages, c'est aussi les chefferies, c'est aussi des localités. Et tout cela constitue ce qu'on appelle la République démocratique du Congo. Mais quelle est la situation socio-économique que vit cette population qui domine très largement notre territoire? Il faut préciser que la RDC, avec ses 2 345 000 km², est habitée par une population rurale qui représente au moins 80%. Cela veut dire que la population rurale est en grand nombre par rapport à la population qui vit dans le centre urbain. Et pour aborder ces grands thèmes, nous avons réussi ce soir pour vous un invité que nous avons pour la première fois dans cette émission, mais nous croyons que ce ne sera pas la dernière. Il s'agit de M. Norbert Yamba-Yamba. Norbert Yamba-Yamba, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je m'en vais un peu dire à nos amis téléspectateurs qui nous suivent maintenant, qui est M. Norbert Yamba-Yamba. M. Norbert Yamba-Yamba, c'est d'abord un expert consultant en développement durable. C'est un acteur de la société civile, vous le connaissez bien, il n'est pas présenté sur ce plan-là dans notre pays. Il fut aussi un ancien directeur général de l'Institut des études agronomiques, INERA, dans le Kasaï. Il a été aussi un ancien directeur général du Centre national d'études mésologiques, consultant aussi en questions forestières auprès de la Banque mondiale, mais aussi il a aussi assumé la fonction de coordonnateur national de la gestion de l'environnement en Afrique centrale, ULB, Union européenne. Ce n'est pas encore tout parce que c'est un homme qui a accompli beaucoup de choses. Il a aussi été le coordonnateur national du projet CLIPS et sécurité alimentaire auprès de l'INERA, donc en partenariat avec l'ISAID, qui est un organisme donc, des États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est un peu brièvement ce que vous pouvez retenir sur M. Norbert Yamba-Yamba. M. Norbert, je crois que je n'ai pas oublié certaines de vos fonctions, je sais qu'il y en a beaucoup. Oui, ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne à l'université. Voilà, c'est ce que j'ai oublié de dire là aussi. Vous avez oublié une chose, c'est de dire, au lieu de INERA, c'est IREM. IREM, voilà. Innovative Resource Management, c'est une ONG américaine qui a reçu le financement de l'USAID, qui est la coopération américaine, et j'ai été désigné comme coordonnateur national de ce projet qui a regroupé 14 partenaires internationaux qui ont travaillé essentiellement pour le développement rural de la RDC. Merci pour cette précision. C'est donc, voilà donc la personne avec qui on va aborder ce grand thème ce soir. Vous avez compris qu'il est digne de confiance pour en parler avec beaucoup de précision. Monsieur Norbert, avant d'aborder notre thème, je voudrais d'abord que vous puissiez, à l'intention de ceux qui nous suivent maintenant, essayer un peu d'éclairer cette notion du développement rural. À quoi ça renvoie? Qu'est-ce que ça veut dire le développement rural? Parce que le développement en soi, c'est un terme assez abstrait. On ne sait pas exactement comprendre ce que c'est le développement. Chacun définit le développement à sa manière. Mais le développement rural, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Merci beaucoup pour d'abord l'opportunité que vous m'offrez à pouvoir participer à
cette émission que je considère l'une des meilleures émissions de la ville parce qu'elle parle de questions économiques. Or, c'est l'économie qui est l'ouvrière de l'homme. Sans économie, on ne peut pas véritablement réaliser des projets sociaux. Je te félicite pour la pertinence des thèmes et le choix des personnes que vous recevez, qui visiblement, pour ma part, sont des grandes bibliothèques pour la République. Si cette précision étant donnée, le développement rural. Vous savez que je n'aime pas beaucoup les définitions, mais je vais dire très concrètement les choses. Développement rural. S'il faut voir ce concept, il y a deux notions importantes. Il y a la notion de développement et la notion de rural. Je ne reviens pas sur la littérature abondante qui existe dans la définition de la notion de développement, même si la pauvreté continue à élire domicile dans notre pays, malgré l'existence des littératures et des opinions fort intéressantes. Mais le développement, vous savez, c'est parti d'un état de non-amélioration à un état d'amélioration des conditions de vie de la population. Il faut améliorer les conditions de vie de la population, c'est-à-dire la santé, le logement, les loisirs, l'alimentation, l'éducation, tous les besoins tous les besoins sociaux de la population, les routes, les écoles, tout ce que nous pouvons satisfaire comme besoin. Ça, c'est le développement. Et alors, le rural, ça renvoie à un espace vécu par les personnes. Ça renvoie à la notion de la campagne. Ça renvoie à une différence de la ville. Parce que nous avons des espaces géographiques. Il y a d'une part la ville, où l'on retrouve, plusieurs personnes concentrées dans un endroit, où on retrouve des relations organiques, c'est-à-dire qu'il y a des industries, il y a des fonctions, des services tertiaires, etc., où les gens ne sont pas localisés en fonction des relations claniques ou tribales. Mais le rural, ce sont des campagnes où l'on trouve que la majorité des populations qui y vivent exercent pour la plupart une seule activité, notamment l'agriculture. Et quand je parle d'agriculture, il y a l'élevage, il y a la pêche, il y a la chasse, il y a... Donc, ce qui reprend la zootechnie et la phytotechnie. Donc, les plantes, tout. Mais il n'y a pas que les agriculteurs. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens disent que non, en milieu rural, il n'y a que les agriculteurs. Non. Il y a aussi des commerçants qui sont là, il y a aussi des menuisiers, il y a aussi des maçons, il y a des fonctionnaires même de l'État. Mais croyez-moi, chacun dans le domaine qui est le sien finit toujours par avoir un petit champ pour véritablement satisfaire ses besoins. C'est comme ça que l'agriculture devient finalement l'activité principale du monde rural. Et donc le développement rural, c'est le développement, l'amélioration des conditions de vie des populations qui habitent le monde rural. Et donc, le développement rural devient à la fois un état, un devenir devenant, et une stratégie pour arriver à ce devenir. Stratégie parce qu'il existe des méthodes, il existe des approches, il existe des techniques qui permettent à susciter le développement rural. Mais un état, ça veut dire en fait que lorsqu'il y a amélioration de la question de la santé, lorsqu'il y a amélioration des routes, lorsqu'il y a amélioration de l'alimentation, lorsqu'il y a des liens de loisirs, lorsque les enfants peuvent aller à l'école, lorsqu'on peut se faire soigner, lorsqu'on peut avoir des enseignants de qualité, lorsqu'on peut avoir des écoles de qualité. Et donc, il y a amélioration des conditions de vie des citoyens qui habitent le monde rural. Voilà le développement rural que nous considérons comme la démocratisation du développement national. Il n'y a jamais eu de développement national sans démocratisation, sans développement rural. Parce que le monde rural, vous l'avez dit, abrite 70 à 80% de la population. Et c'est là qu'il faut commencer, avant de commencer par la ville, qui visiblement doit vivre des interactions commerciales entre les campagnes et les villes. Voilà, merci beaucoup pour cette lumière que vous avez portée sur ces concepts du développement rural. Mais je voudrais qu'on parle d'abord de l'agriculture parce que vous l'avez dit, c'est la préoccupation majeure de la population rurale. Notre pays, si je dois essayer de le préciser un peu, présente aujourd'hui, selon les analyses, les études qui sont déjà à notre possession, notre pays, la RDC, est un pays à vocation agricole. C'est un pays à vocation agricole. Cette population
est essentiellement préoccupée ou est occupée par les activités agricoles. La RDC a un potentiel agricole estimé à 120 millions d'hectares de terres arables, fertiles et propices à d'intenses activités agricoles, réalisables durant presque toute l'année. Une diversité climatique et un immense réseau hydrographique doté d'énormes potentiels de pâturage, de vastes plateaux, de plaines, de montagnes pour les élevages, sans parler des nombreux cours d'eau qui sont d'ailleurs très poissonnés. Et la population congolaise vit dans une insécurité alimentaire, se contentant d'importer tout ce qu'il consomme alors qu'il a toutes les possibilités pour produire presque tout. Monsieur Norbert Yamba, comment vous appréciez cette contradiction de la population congolaise? C'est dit justement à quoi? Merci beaucoup, Monsieur Justin. Mes excuses. Vous avez peut-être laissé ou bien de dire que, au-delà de tout ce que vous avez ressorti comme potentialité agricole de la République, vous avez oublié peut-être de dire et de mentionner que la végétation congolaise peut soutenir 40 millions de gros bétail. 40 millions de gros bétail. Vous avez oublié également de dire que le Congo est une méga biodiversité avec une capacité de 1500 espèces de poissons. 1500 espèces de poissons. Donc, nous sommes premiers et suivis par le bassin d'Amazonie avec 413. Regardez la différence. Donc, les poissons mères de vieillesse et donc nous ne pouvons pas véritablement vivre dans une sorte d'insécurité alimentaire. Alors, qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Grande potentialité, mais grande pauvreté. Mais écoutez, il ne faut pas sectariser l'agriculture. L'agriculture, c'est un domaine qui, visiblement, a permis le développement industriel dans beaucoup de pays qui, aujourd'hui, sont capables de sécuriser les populations en termes alimentaires. Mais écoutez, pour arriver à promotionner l'agriculture, il faut tenir compte de cette composante. Un gouvernement responsable qui veut agir dans ces domaines doit tenir compte de cette composante. La première composante, c'est la composante foncière. Que prévoit la loi foncière par rapport à l'acquisition de lopin de terre? Parce que pour cultiver, il faut véritablement avoir un lopin de terre, une portion de terre. Aujourd'hui, l'acquisition de lopin de terre pose problème. Pour l'avoir, il y a toute une procédure. D'accord, que cette procédure est payante. Et que beaucoup de Congolais qui habitent le monde rural, non seulement ils n'ont pas de moyens, mais ils connaissent difficilement ces procédures. Et l'article 389 du Code foncier, à l'époque, en 1973, donnait la possibilité à la réglementation de ces domaines pour les terres qui sont occupées par les communautés rurales. Jusque-là, il n'y a pas encore une loi qui réglemente véritablement cela. Et donc, si vous voulez promotionner l'agriculture, il faut aller dans cette perspective d'amorcer des réformes agraires, d'amorcer des réformes foncières, dans la perspective de donner la possibilité aux uns et aux autres qui ont besoin de cultiver. Donc vous voulez dire par là que en milieu rural, il se pose aussi un problème foncier, comme on l'a vu avec d'autres pays comme le Zimbabwe et d'autres, où il y avait une réforme agraire qui avait été imposée là-bas. Ouais. Vous estimez qu'au Congo, il y a aussi un problème de terre? Il y a aussi un problème de terre, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cultiver, mais qui n'ont pas la possibilité de cultiver, simplement parce que les espaces sont occupés. La classe politique s'est beaucoup battue. Beaucoup de Congolais que vous voyez dans les règnes du pouvoir, etc., ils ont des concessions. De 1 million d'hectares, 700 000 hectares, etc., mais il ne fait rien. Il fait de la spéculation. Il faut arriver à faire des réformes. J'ai cité... Mais déjà, ici, par exemple, que nous avons des étendues qui chôment, qui ne bénéficient d'aucune exploitation. On va en parler, mais il faut que je termine les différentes propositions. Allez. Et donc, il y a le problème foncier. Deuxième problème du budget. Vous savez que la déclaration de Maputo avait recommandé aux États africains de pouvoir réserver 10% de leur budget dans les secteurs agricoles. Il faut regarder la situation du Congo.
C'est depuis des années, avec le régime Mobutu, etc., l'agriculture n'a jamais dépassé 2%. 2%, rien du tout. Aujourd'hui, la situation n'est pas très différente. Je vois, à 2011, à 2012, on est allé jusqu'à 3%. Tant mieux. Mais ce sont des moyennes statistiques. Des moyennes statistiques. Est-ce que c'est véritablement, on a réservé les 3%? Qu'est-ce qu'on a fait très concrètement? Dans les domaines des réformes foncières, on a fait quoi? C'est très important. Et donc, il faut le budget. Le budget peut déjà montrer la volonté volontariste du gouvernement de la République au travers de la promotion de l'agriculture. Troisième chose, le crédit. Vous savez que le domaine agricole, c'est un domaine très difficile, exige un peu plus de moyens. Et par rapport à cela, on a besoin de crédits pour permettre à la personne d'engager, d'utiliser les équipements, et de pouvoir avoir une main-d'œuvre, etc. Et le crédit qu'il y avait dans notre pays, c'était la Banque de crédit agricole. Quand vous regardez, c'est pas l'hôtel de ville, à face de l'hôtel de ville, il y avait la Banque de crédit agricole, qui était créée en 1981. Et moi, j'ai fait déjà une étude, déjà en 90, pour démontrer que même cette banque qui a été créée à l'époque, ils ont simplement donné 1,3% de crédit aux paysans. Ce n'était même pas des paysans, c'était une coopérative à l'Ikasi. Et donc, 98% des crédits ont été donnés à la classe politique. Membres du comité central, membres du bureau politique, membres du gouvernement, etc. Et donc, on n'a pas véritablement subventionné ceux qui, visiblement, avaient besoin de ces crédits pour rentabiliser le secteur agricole. Il y a un problème de crédit. Aujourd'hui, ces crédits n'existent pas. On a créé la SOFIDE et vous savez le résultat. Que ce soit de la Banque de crédit agricole, que ce soit de la SOFIDE. Les gens ont pris l'argent, ils n'ont pas remboursé, simplement parce qu'ils ont privatisé la gestion des affaires. Voilà, là je comprends ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a toujours la politique qui vient torpiller des actions économiques. Bon, je voudrais profiter pour vous poser une autre question. Aujourd'hui, par exemple, notre pays importe presque toute sa nourriture, que ce soit les produits vivriers. Nous voyons aujourd'hui que nous sommes dépendants de l'extérieur en ce qui concerne l'alimentation. Et vous venez d'évoquer là le cas, par exemple, du budget qui ne consacre même pas 10% dans ce secteur d'agriculture. Est-ce que vous voulez dire là qu'il y a une volonté manifeste de la part de nos dirigeants d'encourager des importations au détriment de la production locale? C'est comme ça que je suis en train de vous relever les différentes composantes qui déterminent la volonté gouvernementale à résoudre cette question de l'insécurité alimentaire. Lorsqu'il n'y a pas un budget conséquent, lorsqu'il n'y a pas de réforme foncière, lorsqu'il n'y a pas de crédit, lorsqu'il n'y a pas de formation des paysans, il faut aller dans le village. Aujourd'hui, où sont les agronomes? Ce sont j'allais dire, des casse-têtes. Encore que ces agronomes, non seulement ils n'ont pas des équipements, non seulement ils n'ont pas de moyens de mobilité, non seulement ils n'ont pas un salaire régulier, mais véritablement, ils n'ont aucune capacité parce qu'ils n'ont jamais été en recyclage, etc. Pour enseigner l'agriculture, ils sont là pour surveiller les paysans, pour taxer les paysans, les amendes, etc. Il faut la mécanisation agricole. La mécanisation agricole, vous savez que 8% seulement aux États-Unis et qu'ils font l'agriculture, mais ils nourrissent 250 millions, même le monde, parce qu'ils font des exportations. Mais la mécanisation agricole, j'ai entendu quelqu'un dire que bon, la mécanisation agricole, ce sont les tracteurs. Mais écoutez, il ne faut pas agir comme des vétérinaires. Quand un vétérinaire traite son malade, il ne demande pas à son malade où il souffre. Vous achetez des tracteurs. Si vous prenez les tracteurs, vous les envoyez dans une forêt vierge de l'Équateur, dans une forêt vierge de Maïndomé, on va faire quoi? On va faire quoi? Encore que l'argent qui a été débloqué pour acheter les tracteurs sont essentiellement le coût d'investissement dans le budget d'investissement des provinces. Et pourtant, nous sommes à l'ère de la décentralisation. Et donc, on aurait laissé les provinces faire des choix au regard des problèmes qui se posent. Il me semble que tel n'a pas été le cas. Et donc, on parle de plus en plus de la mécanisation qui, visiblement, n'a pas encore apporté une valeur ajoutée. C'est vrai qu'il y a des provinces qui en ont besoin. Aujourd'hui, la plupart de ces tracteurs traînent dans les locaux, j'allais dire dans les parcelles des gouverneurs, des maires, etc. Il y en a ceux qui en font musée, il y en a ceux qui, visiblement, aussi en font des taxis urbains, etc. Voilà. Donc, il faut la commercialisation. Où est-ce qu'on va commercialiser? Vous avez fait remarquer tout à l'heure que, bon, aujourd'hui, il n'y a que les importations. Le riz qui était autrefois produit par Bumba, le territoire de Bumba, les territoires au Sankourou, c'est le riz d'une manière générale. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où se trouve le riz de Bumba aujourd'hui?
Il faut entendre le riz de Ghana, il faut entendre le riz de Thaïlande. Pourquoi le Ghana, qui est un pays africain, nous envoie le riz et nous sommes incapables? Et pourtant, vous l'avez dit, nous avons 80 à 120 millions d'hectares de forêts de terres arables. Terres arables, s'il vous plaît. Terres fertiles. Ça, c'est un problème. La formation, les recherches scientifiques, les recherches agricoles. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous avez le cacao, vous avez le café arabista, vous avez pas mal de cultures qui sont très opérationnelles. Mais ces cultures, il faut que je termine par là, ces cultures sont venues de Yangambi. Yangambi, c'était le plus grand centre de recherche en Afrique, avec Ibadan, en Nigeria. Et tous ces professeurs qui ont amené les graines, les semences à Yangambi, à Côte d'Ivoire, l'ont opérationnalisé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays producteur de cacao. Et c'est ce qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais il faut aller à Yangambi, vous allez voir. Les maisons sont détruites. On a même délocalisé l'université qui se trouve à Kisangani, où on n'a plus les terrains d'expérimentation. Et quand vous regardez les différents centres de recherche, Voisy, Boketa, Voisy ici dans le Bas-Congo, Boketa à l'Équateur à Gemena, vous allez même à Moulungu, dans le site Kivu, etc. Il y a pas mal de centres de recherche. Les chercheurs tournent le pouce parce qu'ils n'ont pas de subvention, ils n'ont pas de frais de fonctionnement, ils n'ont pas la capacité de créer de nouvelles variétés. Où se trouvent les magasins sémenciers? Tous ces centres de vulgarisation agricole qui ont existé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est inopérationnel. Il n'y a pas que ça. Lorsqu'on produit, par exemple, vous êtes à Kasumbalesa, ou je ne sais pas, Kasumbalesa encore ça peut se comprendre, vous êtes à Tchela, ou vous êtes à Bafouassende, vous êtes à Lemela. Et les routes, nous avons 88 000 km de routes de dessert agricole. Aujourd'hui, les routes opérationnelles sortent en 2000 km. Encore que ce sont des routes en terre jaune. Hein, c'est le talital de l'érablayage. Aujourd'hui, il y a un potentiel de routes qu'il faut réparer. Nous avons 145 000 km de routes. Oui, là, donc, le problème, c'est tout un problème. C'est complexe parce qu'il faut que les différents secteurs puissent intervenir. Ça, c'est aussi un domaine des infrastructures qui ne concerne pas seulement l'agriculture. Mais je voudrais d'abord qu'on parle un peu du plan du développement agricole. Dernièrement, nous avons suivi que notre gouvernement avait levé l'option de pouvoir mettre en place un plan de relance agricole au niveau du ministère de l'Agriculture. Et nous nous souvenons qu'en l'an 2010, par exemple, comme vous avez dit, le gouvernement avait importé des tracteurs ici qui ont été distribués dans les provinces pour pouvoir mécaniser l'agriculture. Et une année plus tard, on a remarqué que ces tracteurs sont presque tous en panne. Et certains s'étaient devenus des biens privés. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit aucun résultat. Alors, je vais vous demander, qu'est-ce qui devrait être préalable pour pouvoir relancer un plan de développement agricole dans notre pays ici, pour que ça ne puisse pas toujours échouer, comme ça échoue tout le temps? Vous savez, la société se gère de manière systémique. Parce qu'on essaie comme de faire quelque chose, mais ça ne marche pas. Et c'est un problème de ces paysans qui ne sont pas formés, qui ne sont pas encadrés, ou vous croyez que c'est essentiellement un problème des dirigeants qui ne prennent pas des précautions qu'il faut avoir? Non, mais écoutez, nous avons parlé du budget. J'ai entendu, par exemple, en 2012, on a donné 23 millions pour le secteur agricole. Bon, j'aurais aimé que nous sachions comment les choses se sont passées sur le terrain. Et regardez, il y a combien d'ONG qui sont opérationnelles à travers le pays, qui sont intéressées sur cette question de développement agricole. Lesquelles ONG ont été associées par les gouvernements provinciaux ou par le gouvernement central pour travailler? Les quelques rares des ONG qui ont accès naturellement à ce genre de dividendes, c'est essentiellement des ONG politisées, qui sont très proches de telle obédience, etc., et qui peuvent avoir un peu d'argent. Pour faire quoi? Dès lors qu'elles n'ont aucun profil, etc. Lorsque vous arrivez au niveau du territoire, parce que nous parlons de monde rural, l'administrateur n'a même pas un vélo. Le superviseur agricole n'a même pas un vélo, n'a même pas de bottes. La dernière fois qu'il est allé, par exemple, dans tel ou tel village, c'est peut-être il y a de cela 3-4 ans. Il y roule seulement sur place au chef-lieu du territoire, etc. Comment pouvez-vous avoir des résultats? Le gouvernement de la République qui a arrêté 23 millions. Ok, moi j'aurais voulu savoir la vaccination, comment on a réparti cet argent. Dans les domaines, par exemple, des crédits, on a donné quel crédit? Quelle est la banque véritablement qui s'occupe de cette question des crédits pour donner des crédits aux exploitants agricoles aujourd'hui? Hier, c'était 169 sociétés agricoles. Aujourd'hui, on n'en trouve rien du tout. Ces crédits agricoles, même à l'époque coloniale,
Nous avions 44% des recettes en devises d'exportation agricole. Simplement parce qu'il y a eu un crédit au colonna. Ici, chez nous, aujourd'hui, qui donne crédit? Les quelques rares des personnes qui, visiblement, s'occupent de l'agriculture aujourd'hui sont en train de faire des recherches pour les biocarburants. Ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers. Donc, sincèrement, lorsqu'on veut véritablement promotionner l'agriculture, j'ai entendu qu'en 2013, à 2013, on est allé jusqu'à 60 à 76 millions, si je ne m'abuse, de dollars. On fait quoi? Quand est-ce qu'on va réveiller tous ces centres de recherche? Aujourd'hui, pour avoir les poussins, il faut aller au Zimbabwe acheter les poussins. On montre que non, on va relancer par exemple les scellés, mais on relance scellés avec les poussins dont l'hybridation s'est réalisée ici, où on va importer les poussins. C'est pas correct. Si on entre dans le logiciel d'importation, importation, ben finalement, quand est-ce qu'on va s'autonomiser? Quand est-ce qu'on va faire de recherche dans les différents centres pour dire, écoutez, sur base de tels poussins importés, avec le poussin local, pour rendre les poussins hybrides, rustiques, c'est-à-dire adaptés par rapport à la question climatique, etc. Voilà comment nous avons fait. Nous avons donné tel argent à tel ou tel centre de recherche pour le faire. On n'en fait pas. Tous nos étudiants qui sont dans les universités de facultés agronomiques ou qui sont dans les instituts supérieurs d'études agronomiques, etc., n'ont même pas la possibilité d'avoir accès à une sorte d'expérimentation sur le terrain. On les envoie sur le terrain pendant les stages. On ne sait même pas dans quel centre, dans quelle ferme ils travaillent. Et même celui qui les reçoit, l'étudiant n'a même pas de possibilité pour tenir le cours. Celui qui les reçoit ne connaît même pas la vision ni la philosophie de ce que représente sa formation, etc. Et donc on est dans un flou artistique au point où je me pose la question. Si véritablement on veut l'autosuffisance alimentaire dont on parle sous forme d'un slogan idéologique. Moi je pense, comme vous l'avez dit, où commencer? Moi j'ai dit, mais attention, commençons par le budget. Parce que tout ce qui peut se réaliser dans ce secteur bien déterminé repose sur les moyens que l'on veut monter. Le budget, c'est la volonté en chiffres du gouvernement de la République par rapport à la priorité qu'il donne. Et là, moi, je peux vous dire aussi, parce que vous parlez du gouvernement, mais nous savons bien que l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Le gouvernement peut faire des propositions dans le budget, mais le Parlement doit corriger. Et si jusqu'aujourd'hui, nos parlementaires n'arrivent pas à corriger ça, est-ce que vous pensez que même les parlementaires qui sont en contact avec l'Union, parce qu'ils sont élus en province, hein, ils font campagne en province, ils connaissent la réalité des provinces, pourquoi ils n'arrivent pas à corriger, hein? Vous savez, sincèrement, tu es universitaire, tu es économiste, etc. J'ai toujours entendu les membres du gouvernement dire, mais l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Attention, il ne faut pas vraiment pas trop amuser la galerie, quoi. Donc, on sait que quelqu'un qui connaît la marmite, et qui sait les recettes, qui sait les dépenses, etc., c'est le gouvernement de la République. C'est sur base de la marmite, de l'assiette, que le gouvernement présente un projet de budget. Un avant-projet, il peut y avoir des erreurs. Je m'excuse beaucoup, bien entendu, mais on peut corriger. On peut corriger, mais si le gouvernement vous dit que voilà, malgré votre volonté au niveau de l'Assemblée, nous ne pouvons pas aller au-delà de... Parce que voilà, regardez, on présente la priorité de la sécurité. On dit non, il faut donner l'argent, par exemple, à la sécurité. Le Parlement va dire non, ne donnez pas l'argent à la sécurité, va donner un secteur agricole. Il faut qu'au niveau gouvernemental, qu'on ressente véritablement la volonté. Par exemple, lorsqu'on affecte 76 millions de dollars, mais c'est quand même beaucoup d'argent. On en fait quoi? Mais il faut savoir faire des priorités par rapport à cela. Si on affecte 76 millions, on vous dit non, nous allons faire la campagne. Quelle campagne? Quel est le contenu de la campagne? La campagne, ça veut dire quoi? C'est avoir un lopin dans une province bien déterminée, on appelle 2-3 tracteurs et on montre qu'on est en train de faire le village agricole. C'est ça la campagne? Ou on veut faire le ramassage des produits? Et quand on veut faire le ramassage des produits, dans quelle route? Parce qu'il y a 88 000 km de routes. Aujourd'hui, il y en a 60 000 qui sont inopérationnels. Il y a des routes et des sectes agricoles. Il y a des bretelles. C'est de tout ça. Bon, aujourd'hui, nous avons combien de ponts? Il y a combien de ponts? 3500 ponts qu'il faut réparer. Il y a combien de bacs? 1500. Effectivement, l'Union européenne, comme la Banque mondiale, sont intervenus. Le gouvernement a enchaîné, mettait ici 75 000 $ pour fabriquer un bac qui puisse justement, ne serait-ce que traverser le dictane. On en fait quoi? C'est toutes ces choses-là. Vous avez dit non, mais c'est en base, c'est un domaine d'infrastructure. Mais non, la société fonctionne dans une interaction dynamique entre les différents services. Ce sont les différents compartiments qui forment un corps. La performance du système, c'est la capacité des différents compartiments d'être en interaction dynamique. C'est cela. Donc, lorsque vous dites que